Bonjour à tous, vous êtes sur CCTV français, c'est votre journal en direct de Beijing. À la une de l'actualité de ce mercredi 30 décembre, les talibans pakistanais ont revendiqué l'attaque d'un bureau du gouvernement dans le nord-ouest du pays. 23 personnes sont mortes et des dizaines ont été blessées. L'explosion s'est produite dans le district de Mardan, situé dans la province de Khyber Pakhtunkhwa. La police a rapporté qu'un homme a précipité sa moto bourrée de charges explosives sur la porte principale du bureau de l'autorité nationale de gestion des papiers d'identité, la NADRA. Les équipes médicales ont déclaré que les personnes blessées ont été immédiatement prises en charge et emmenées à l'hôpital. Les forces de police mènent actuellement les enquêtes sur les lieux de l'explosion. Jusqu'à maintenant, nous n'avons pas encore de témoins visuels pour confirmer les détails de l'explosion. Mais nous avons trouvé 2 chargeurs de balles vides sur les lieux de l'attaque, ce qui laisse présumer que le terroriste a d'abord ouvert le feu sur les gardes de sécurité pour pénétrer dans la cour principale. Et ce n'est qu'ensuite qu'il s'est fait exploser. Quand cela s'est produit, je sortais tout juste de la mosquée. Dès que j'ai entendu le bruit des explosions, je me suis précipité vers le bureau de la NADRA pour apporter mon aide. Et à ce moment-là, les gens étaient tous en pleurs. Certains étaient couchés par terre, tandis que les autres couraient. Nous avons ensuite commencé à prendre en charge les victimes. Nous voulions les envoyer le plus rapidement possible à l'hôpital. Et un peu plus tard, les ambulances ont fini par arriver. Les troupes syriennes poursuivent leur avancée vers une ville stratégique située dans la province de Deraa après avoir repris le contrôle d'une base militaire située à proximité. L'armée syrienne a déclaré qu'elle avait repris le contrôle de l'une des bases les plus importantes du nord du pays, située dans la ville de Sheikh Maskan, encore sous le joug des forces rebelles. La ville avait été prise au début de l'année. Cette prise a sérieusement menacé la sécurité des routes pour l'approvisionnement vers le sud. L'offensive de l'armée sur la ville de Sheikh Maskan fait partie des premiers grands assauts lancés dans le sud de la Syrie depuis le début de la campagne de frappe aérienne russe lancée le 30 septembre dernier, en soutien à son allié de toujours, le président du pays, Bachar al-Assad. La reprise de ces différentes villes stratégiques consolidera les positions de l'armée au sein de cette région lourdement protégée et est censée de créer une ligne de défense du sud pour protéger la capitale, Damas. Dans une montagne syrienne surplombant un fief rebelle, une unité de l'armée a décidé de tirer le meilleur d'une situation mauvaise. La période des fêtes se poursuit en Syrie malgré la guerre civile. Rendons-nous sur une ligne de front pour assister à une fête de Noël particulière. Ici, dans la banlieue de la capitale syrienne, les enjeux sont élevés. Un simple manque d'attention peut faire la différence entre la vie et la mort. Le capitaine Samer est le commandant de ce poste de l'armée syrienne. Les unités au sol combattent un groupe rebelle du front Al-Nosra, affilié à Al-Qaïda. Nous surplombons la ville de Douma et la zone de Ghouta à l'est. Les 2 zones sous son contrôle des terroristes. Nous fournissons assistance à nos unités de combat qui attaquent les terroristes dans toutes les directions. Mais les rebelles ont eux aussi des obus. La guerre n'a pas de répit. Ce qui n'a pas empêché les soldats de trouver le moyen de célébrer l'esprit des fêtes. Dans l'esprit du Nouvel An, espoir et paix, nous avons rassemblé les débris d'obus qui ont été tirés sur nous pour en faire un arbre de Noël. Certains de ces soldats, tels Issa, ne sont pas rentrés chez eux depuis 4 ans. Sa mère et ses 2 sœurs vivent dans un territoire contrôlé par Daesh. L'arbre est le moyen de rendre le champ de bataille moins dur à supporter. J'ai vu pour la dernière fois ma famille en 2012. Les terroristes ont pris ma ville et je n'ai pas pu y retourner. Mais j'envoie chaque mois mon salaire à ma famille. Nous faisions un dîner pour le Nouvel An, mais désormais ma famille est ici, sur la montagne. J'aime l'idée de l'arbre. C'est un message d'espoir pour tous les Syriens, chrétiens et musulmans. Mais rapidement, la réalité reprend le dessus. La guerre fait rage. Les fêtes sont de courte durée pour ces soldats.
Le Premier ministre irakien Haider al-Abadi s'est rendu hier dans la ville de Ramadi qui vient d'être libérée par l'armée irakienne alors qu'elle se trouvait sous le contrôle du groupe État islamique. Un commandant irakien a déclaré que le Premier ministre avait d'abord rencontré des responsables provinciaux et militaires pour faire le point sur la situation. Ramadi est la capitale de la province d'Al-Anbar. Elle est tombée aux mains de Daesh en mai dernier, ce qui avait constitué un revers majeur pour l'armée irakienne et la coalition américaine. À Ramadi, devant des journalistes, Haider al-Abadi s'est engagé à vaincre Daesh et à reprendre toutes les zones contrôlées par les djihadistes en Irak. Nous félicitons tout le peuple irakien et si Dieu le veut, nous allons chasser Daesh et les poursuivre d'un quartier à l'autre. Puis nous allons élever ce drapeau et purger cette terre de chaque membre de Daesh. Nous disons à la population de Ninive, à la population de Mossoul, que nous venons libérer de Daesh et que Daesh sera vaincu, comme il a été ici à Ramadi. Ils ont dit qu'ils allaient se battre pour Ramadi, mais ils ont eu peur. Ils ne se sont pas battus et ils ont fui. Et la plupart d'entre eux ont tous été tués. Avec les foules de gens attendus dans les rues pour les célébrations du Nouvel An, les menaces d'attaques terroristes sont également à leur niveau maximal. Samedi dernier, les forces de police autrichiennes ont alerté les capitales européennes des attaques potentielles durant le Nouvel An. L'alerte lancée concerne de nombreux pays européens appelés à renforcer leurs mesures de sécurité. L'ombre des attaques meurtrières du mois de novembre dernier à Paris, dans lesquelles 130 personnes ont trouvé la mort, plane toujours sur l'Europe entière. Samedi dernier, les forces de police autrichiennes ont déclaré avoir reçu plusieurs alertes d'attaques terroristes de la part de services secrets amis. Les alertes indiquent que plusieurs capitales européennes pourraient être menacées par des fusillades ou des attaques à la bombe à l'intérieur des zones bondées au moment des célébrations du Nouvel An. Les alertes précisent également plusieurs noms de terroristes potentiellement impliqués. 2 jours plus tard, les autorités belges ont annoncé avoir arrêté 2 hommes suspectés de planifier une attaque à Bruxelles, la capitale du pays. Les 2 suspects ont été arrêtés suite aux perquisitions menées dimanche et lundi dernier. Le procureur a déclaré que des uniformes militaires et des documents de propagande du groupe État islamique se trouvaient sur les lieux, mais aucune arme ou explosive n'ont été retrouvées. On ne va pas nécessairement annuler tout. Ce n'est pas du tout ce qui est souhaité. On souhaite que la vie continue malgré ce risque. Et donc, on prend les mesures de sécurité adaptées. Mais je le répète, si jamais c'est nécessaire, on prendra la décision, même si c'est difficile, mais à l'heure actuelle, ce n'est pas le cas. Pendant ce temps-là, un porte-parole du ministère allemand de l'Intérieur a déclaré à Reuters que l'Allemagne restait dans la ligne de mire des terroristes djihadistes. Il a par ailleurs indiqué que le pays avait reçu et adapté ses mesures de sécurité après les attentats de Paris. Partout ailleurs, dans les grandes villes européennes, la présence des forces de police a été sérieusement renforcée, et particulièrement dans les rues de Londres. Oui, je le pense. Nous avons déjà connu des attentats dans la ville. Je comprends donc qu'on ait besoin de redoubler de vigilance. Les attentats de Paris ont prouvé que personne n'était à l'abri. Chacun est susceptible d'être visé. Le Royaume-Uni a déclenché son 12e niveau d'alerte à sévère, rappelant que le risque d'une attaque terroriste sur son territoire reste à un niveau élevé. Toutes les autres capitales européennes sont parvenues également à des niveaux d'alerte maximum. Le Burundi est toujours aux prises avec des scènes de violence qui scandalisent ses voisins. L'Ouganda tente actuellement de réunir les partis en présence pour leur imposer des pourparlers. Les premiers pourparlers de ce type depuis 5 mois. Et là encore, le président joue le rôle de médiateur. Les voisins du Burundi disent clairement qu'ils en ont assez de la violence quotidienne qui sévit dans ce pays. Les Africains doivent arrêter de se comporter comme des clowns. Ces tueries extrajudiciaires doivent cesser. J'en appelle à vous. Les 2 camps doivent s'asseoir à la même table pour trouver une solution politique de façon à épargner à la population les souffrances qu'elle endure. Le Burundi connaît des troubles depuis que le président Nkurunziza a déclaré en avril dernier qu'il se présenterait pour un 3e mandat. Des centaines de personnes ont été tuées,
beaucoup exécutées, parmi elles de nombreux opposants au président. Plus de 200 000 personnes ont fui dans les pays voisins. Les délégués représentant l'opposition à Nkurunziza disent leur optimisme concernant les pourparlers. Je pense que tout le monde veut un Burundi stable, un pays où tout le monde peut rentrer chez lui et se sentir en sécurité. La gouvernance doit être améliorée pour trouver des solutions aux problèmes que nous connaissons. Espérons que ces pourparlers puissent générer un climat de confiance et un bon environnement pour la politique et les affaires dans tous les domaines. Les premiers signes ne sont pourtant pas encourageants. Ces pourparlers sont censés définir les bases du sommet d'Arusha la semaine prochaine. Les représentants du président Nkurunziza disent ne pas vouloir y participer. Ni le lieu ni la date n'ont été trouvés avec facilité. En fait, j'ai consulté le facilitateur ce matin à qui j'ai dit que l'endroit et la date ne feraient pas l'objet de consultation. Nous ne sommes pas d'accord. Je peux le dire, le gouvernement du Burundi n'a pas accepté de se rendre à Arusha à cette date prévue. Si les pourparlers échouaient, l'Union africaine propose d'envoyer 5000 soldats de maintien de la paix. Le gouvernement du président Nkurunziza a rejeté cette idée, parlant d'une force d'invasion. Merci de nous retrouver pour la seconde partie de cette édition. Nous enchaînons avec de l'actualité en Chine. Une ligne téléphonique directe a été mise en place mercredi entre la partie continentale de Chine et Taïwan pour améliorer les échanges et le dialogue. Le porte-parole du Bureau des affaires taïwanaises du Conseil chinois des affaires d'État, Ma Xiaoguang, l'a annoncé ce matin lors d'une conférence de presse. Ma Xiaoguang a déclaré que le responsable des affaires entre les deux rives du détroit s'était parlé via la nouvelle ligne téléphonique directe peu avant la conférence de presse. L'établissement de cette ligne téléphonique a été décidé à Singapour en novembre dernier lors d'une rencontre historique entre Xi Jinping et Ma Ying-jeou. Ma Xiaoguang a également noté pendant la conférence de presse que la partie continentale de Chine encourageait les échanges et la coopération entre les deux parties, mais qu'elle ne permettrait pas qu'un petit nombre de gens soutiennent l'indépendance de Taïwan tout en ayant des activités sur la partie continentale. Le porte-parole a par ailleurs été interrogé sur la position ambiguë de la candidate à la présidence taïwanaise, Tsai Ing-wen, au sujet du consensus de 1992 sur les affaires transdétroit. Ma a souligné que le consensus était indiscutable. La signification majeure du consensus de 1992 est que la partie continentale de Chine et Taïwan appartiennent à une seule et même Chine, et que les relations entre les deux rives du détroit de Taïwan ne sont pas des relations de pays à pays. Le consensus définit la nature fondamentale des relations transdétroit. La tenue de la rencontre et la signification du consensus sont tous deux clairement consignés et indiscutables. Une page économie. La Chine franchit une nouvelle étape dans la réforme de ses entreprises d'État. Les entreprises publiques sont désormais divisées en deux catégories, celles qui sont strictement commerciales et celles qui servent un but gouvernemental comme l'électricité ou la santé. Les indications publiées par le ministère des Finances, la Commission nationale pour le développement et la réforme et la Commission de contrôle et d'administration des biens publics font suite à un projet publié en septembre. Le projet promettait de moderniser les entreprises d'État, d'améliorer la gestion des biens de l'État et de promouvoir les entreprises mixtes. Avec ces nouvelles directives, l'entrepreneuriat mixte est encouragé dans les deux types d'entreprises publiques afin de réduire la domination de l'État et d'assurer une meilleure gestion. Les autorités ont aussi promis de prendre de la distance et de laisser aux managers plus de liberté. La classification est la première étape de la réforme des entreprises d'État en Chine. Après cette classification, les entreprises publiques pourront établir leur stratégie de développement plus clairement et les autorités pourront les superviser grâce à des mesures plus claires. La réforme peut réduire les stocks et les problèmes de surcapacité. Les coûts d'opération en seront également réduits. De plus, la classification est cruciale pour réformer tout ce qui concerne l'approvisionnement en Chine.
C'est dans la province de Hainan, dans le sud de la Chine, que le premier train à grande vitesse au monde à effectuer le tour du Nil a été officiellement mis en activité. La ligne circulaire permet aux gens de voyager dans toute l'île de Hainan en un peu plus de 3 heures. La ligne fait 653 km de long et comprend 29 arrêts. Elle passe en partie le long de l'océan, offrant une vue charmante aux voyageurs. 13 trains parcourent actuellement cette ligne, permettant des horaires nombreux. Un billet de 2e classe pour faire le tour complet coûte environ 150 yuan. La ligne ferroviaire traverse les 12 districts et villes de l'île et couvre presque tous les sites à visiter. Nous avons essayé d'éviter également tout désagrément à l'environnement dans les zones écologiquement sensibles. Avec le tronçon ouest de la ligne ferroviaire circulaire de Hainan désormais en activité, tous les districts de l'île sont désormais desservis. Le tronçon est déjà en activité depuis 5 ans. Voyons comment Hainan a bénéficié de ce train à grande vitesse et ce qu'apportera la deuxième moitié. L'histoire commence avec des ananas. Le parc Dongshanling est l'un des plus beaux de Chine. Il se situe dans la ville de Wanning. Madame Wen Shaoying vend des ananas à l'entrée du parc depuis plus de 10 ans. Elle dit que son affaire marche de mieux en mieux depuis 5 ans. Avant, j'en vendais plusieurs dizaines par jour. Maintenant, entre 100 et 200 par jour, parfois plus. Il y a beaucoup plus de touristes qu'avant. Les autorités du tourisme à Wanning sont elles aussi épatées par les avantages de la nouvelle ligne mise en place en 2011. C'est cette année-là que le tronçon Est a été lancé, provoquant une hausse du tourisme de près d'1 tiers. Moins de 3 millions de touristes passaient la nuit à Wanning avant l'ouverture de la ligne. Cette année, il y en a plus de 3,8 millions. Les revenus du tourisme sont passés de moins de 2 milliards à 3,5 milliards. Ce nouveau revenu a permis à la ville d'investir dans de nouvelles infrastructures qui ont à leur tour encore augmenté la fréquentation. La facilité des transports et l'amélioration des environs ont attiré davantage de touristes venus de l'extérieur de l'île. Monsieur Chen Delin vient de Beijing. Il a élu domicile à Wanning il y a 2 ans. Sa famille vit à Hainan entre 3 et 4 mois dans l'année. La forte croissance économique le long de la ligne de chemin de fer avait fait des jaloux sur le tronçon ouest. Fan Xiaohong est vice-chef du district de Changjiang. Selon elle, les ressources naturelles du district sont bien plus grandes que du côté est. Or, le tourisme n'y génère que 530 millions de yuan. Et c'est l'un des plus gros revenus de la côte ouest. Fan pense que l'ouverture de la nouvelle ligne va totalement changer la situation. Nous attendons cela depuis longtemps et finalement, nous avons la possibilité de faire profiter au plus grand nombre des belles montagnes et des belles plages de Changjiang ainsi que du patrimoine culturel de l'ethnie Li. Et pour les constructeurs de trains locaux, la ligne circulaire a aussi été source d'une expérience enrichissante qui leur permettra de toucher des marchés à l'étranger. Notre ligne à grande vitesse a été construite sur un terrain très semblable à celui des pays de l'Asie du Sud-Est. Le temps, le climat, le sol, la construction de la ligne de Hainan va servir d'exemple pour des projets dans le sud-est de l'Asie. C'est ainsi que se termine cette édition. Merci de votre fidélité. À tout à l'heure pour une nouvelle édition du journal.